Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG, marqué bien sûr par la fin du mercato ce soir à 23 h. Normalement, la situation actuelle n'évoluera pas d'ici là, donc on s'en tire avec beaucoup de départs, certains temporaires, d'autres définitifs, des rentrées d'argent, la plus significative étant Xavi Simons bien sûr, et dans le sens des arrivées, une seule mais pas n'importe laquelle, Viscar Kvaratskhelia, qu'on pistait de manière officielle, enfin c'était sorti dans la presse en juin 2024, mais Luis Enrique a révélé en conférence de presse que c'était une piste depuis l'été d'encore avant. Donc ça fait plus d'1 an et demi que le club le voulait. Très bon coup, on va revenir sur ce qui a été fait cet hiver, mais aussi ce qui n'a pas été fait, parce que ça peut être le sujet de critique ou de projection bien sûr sur le mercato qui arrivera cet été. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on s'arrêtera sur le match au Mans, demain, déplacement en Coupe de France. On va essayer de deviner le turnover qui sera fait dans le 11 par Luis Enrique, parce que là, on est en train d'enchaîner une phase absolument dingue à jouer tous les 3 jours. Et si on se qualifie en Coupe de France, ça va continuer jusqu'à la mi-mars, les matchs tous les 3 jours. Donc, installez-vous et surtout accrochez-vous. Alors revenons d'abord sur ce week-end de Ligue 1 qui n'a pas changé grand-chose au classement. Notre match nul à Reims il y a une semaine avait au final été une bonne opération puisqu'on avait pris des points sur la plupart de nos dauphins qui eux avaient perdu. Là ce week-end on a gagné à Brest. On prend +3 de différence de but, mais globalement, tout le monde derrière nous a gagné. Bon, Marseille hier soir contre Lyon, Lille contre Saint-Étienne, Monaco aussi. Il y a Nice qui ont fait nul contre Toulouse. Et d'ailleurs, je crois qu'ils perdent une place puisque Lille passe devant eux. Donc bon, un week-end qui n'a pas changé grand-chose au classement, à part celui des buteurs, puisque Dembélé est le meilleur. Il aura le petit badge, c'est vendredi le PSG Monaco, au Parc des Princes, donc sur son maillot, badge top scorer de la Ligue 1. C'est la première fois qu'on l'a dans notre effectif depuis 2 mois. C'était aux alentours de la 13-14e journée que Barcola l'avait perdu pour Jonathan David. Il y a eu aussi Greenwood. Et là, du coup, c'est Greenwood qui l'a perdu ce week-end, même s'il a lui aussi marqué son 13e but de la saison. Et Dembélé, donc 14. Dembélé qui, lui, n'a qu'un seul péno, alors que Greenwood en a 4 et Jonathan David 6. Donc ça, c'est important parce que c'est le premier critère en cas d'égalité qui départage. C'est-à-dire celui qui a le moins de pénalty dans son total de buts marqués passe devant l'autre, s'il y a égalité entre les deux. Donc ça, c'est un très bon point pour l'insaisissable Dembous qui nous met ce week-end un triplé de 9 avec des buts de renard, ce qui est absolument exceptionnel. On ne lui soupçonnait pas ça. Bon, demain, normalement, il sera au repos. Ce week-end, on a perdu notre place de meilleure défense de Ligue 1. C'est Lens qui sont désormais les meilleurs. On a pris quand même 2 buts et c'est vrai que c'est un symbole parce que on n'a pas eu de clean sheet depuis le Trophée des Champions, qui était le premier match de 2025. On en a joué 7 depuis. Donc dans chacun d'entre eux, on a encaissé. Ça, c'est un axe de progression, par exemple, pour les prochains matchs. Surtout qu'on le voit, Donnarumma est très frustré quand il encaisse parce que il fait des bons matchs et au final, il s'en sort jamais avec un clean sheet. Et sur les buts, bon, il est pas très responsable. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant. Donc c'est un vrai enjeu pour améliorer encore notre bonne dynamique. Alors revenons sur le mercato. Luis Enrique a dit que jusqu'à sa fermeture, on pouvait encore bouger, qu'on est à l'affût de certaines opportunités. Mais bon, globalement, normalement, ça ne bougera pas. Loïc Tanzi a dit que après le mouvement de Marco Asensio à Aston Villa, donc prêt sans option d'achat, mais avec prise en charge intégrale du salaire, eh bien, le mercato du PSG est bouclé. Il y a eu le dossier Ayman Kari du côté de l'AS Saint-Étienne, transfert définitif. On y croyait vraiment. Et au final, ça a capoté sur le coup des 18 h. On ne sait pas pourquoi. Donc, on aura les détails probablement plus tard. Mais Kari n'a pas trouvé de point de chute. Alors, en Turquie, par exemple, ça ferme plus tard. Je crois que c'est 10-11 février le mercato pour eux. Mais globalement, voilà, les championnats européens, c'est un peu terminé si d'ici ce soir, on ne trouve pas de solution avec un joueur qui a eu la préparation cet été, rappelez-vous, mais qui est arrivé à l'entraînement avec sûrement des kilos en trop et un état d'esprit qui, visiblement, n'a pas vraiment plu à Luis Enrique parce qu'il l'a fait jouer contre Sturm Graz. Et ensuite, bon, il le convoque à Leipzig pour le dernier match amical, mais après, on l'a plus revu, en fait. Et c'est vrai qu'avec les pros, je sais pas à quand remonte sa dernière séance avec le groupe pro.
Ce qui fait que le prêter à un club pro, cet hiver, c'est compliqué parce qu'il est absolument pas dans le rythme. Voilà. Bon, je pense qu'avec Ayman Khari, c'est pas une question de talent, c'est plus une question d'état d'esprit, peut-être de santé mentale des joueurs, qu'on peut soulever si on veut lui trouver quelque chose à sa décharge. Hein. Peut-être que le garçon, voilà, n'est pas bien mentalement dans sa tête. Donc voilà, il y a eu aussi le départ définitif de Sherendure à la Fiorentina. Alors, c'est compliqué de savoir pour combien. Selon les sources, c'est entre 5 et 15 millions. 15 millions, je pense que c'est en incluant tous les bonus possibles et imaginables, dont certains impossibles à atteindre. Bon, perso, ouais, je pense plus qu'on fait rentrer 5-7 sur le deal. Surtout que ça parle d'un pourcentage à la revente assez élevé quand même. Hein. Il y a des sources qui parlent de 50%. Donc, ça m'étonnerait que la Fio investisse autant avec un tel pourcentage aussi. Bon, bref, on le fait partir. Je trouve pas grand-chose au moment d'évoquer ce genre de départ. Hein, mais tout ça vient s'ajouter à Skriniar, Kolo qui ont donc été prêtés respectivement au Fenerbahçe et à la Juve, hein, où Kolo a 3 buts en 2 matchs déjà, donc ça fait plaisir. Juan Bernat, la rupture du contrat, donc c'est terminé. Xavi Simons, bien sûr. La surprise des 50 millions plus 30 de bonus. D'ailleurs, ça parle déjà d'un départ en Angleterre cet été. Ça semble vraiment être son plan. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il signe dans un club, il sait quel sera son prochain, en fait. À l'été 2022, quand il quitte le PSV, qu'il revient au PSG, il sait tout de suite qu'il va aller à Leipzig. On ne sait même pas si Xavi Simons a fait Eindhoven, Paris, Paris-Leipzig. Je suis persuadé que il est resté à Eindhoven. Le PSG a fait un espèce de communiqué, mais on n'a jamais vu une seule photo de Xavi Simons au campus, à l'entraînement, au co-case, ou même, voilà, avec l'entraîneur, le directeur sportif à lui serrer la main, avec un maillot du PSG, on l'a pas vu en 2022, Xavi Simons. Je suis sûr qu'il a fait Eindhoven-Leipzig directement. Et donc là, bon, il signe définitivement à Leipzig, mais peut-être que cet été, il y a quand même un accord pour aller en première ligue. On rappelle qu'il a un agent qui est très bien implanté de ce côté-là, et que c'est grosso modo son plan de carrière. Bref. Donc voilà tous ces départs dont on peut se réjouir bien sûr. Hein. Bon, Kolo Muani, les 3 buts en 2 matchs à la Juve, on espère que ça va continuer. Mais j'espère aussi que ça débouchera sur une proposition décente de leur part. Tu vois, parce que même s'il est en pleine bourre, je ne sais même pas si ils vont faire l'effort de le payer au prix qu'on voudra, quoi. À savoir, je pense, 50 millions minimum pour qu'on s'y retrouve en termes d'amortissement. Dans le sens des arrivées, donc, Kvaratskhelia pour 70 millions, ce qui est le 3e plus gros transfert de l'hiver, après Marmouche du côté de City, en provenance de Francfort. Hein. Donc on va voir à l'exportation, encore une fois, un joueur offensif de Francfort. Espérons que ce ne soit pas un flop comme 80% des joueurs, voire 99% des joueurs qui sortent de là-bas. Et le premier transfert étant John Duran à Al Nasser. J'aimerais quand même m'arrêter là-dessus parce que c'est un joueur que j'adore personnellement. Et le voir signer là-bas, bon, ça m'a bien déçu. Hein. Ça m'a bien déçu parce que, à ce qui paraît, il signe là-bas pour un salaire de 9 millions. Alors, c'est immense. Hein. C'est vrai que quand tu as 21 ans, voilà, que tu sors de la misère, machin, te proposer un contrat longue durée à 9 patates, on est qui pour juger finalement. Mais quand tu performes en première ligue, que tu as la possibilité quand même cet été de choper un contrat, que ce soit en Angleterre, même le PSG, je suis sûr que le PSG, ils peuvent te donner 9 millions. Alors après, le truc, c'est qu'en Arabie Saoudite, les 9 millions, c'est quasiment net d'impôts, quoi. Alors que, en fait, en Angleterre et en France, tu dois payer les impôts, quoi. Et surtout, il doit y avoir des avantages en nature qui sont assez dingues. Je pense que quand tu vas en Arabie Saoudite, tu as des contrats sponsors à côté, voilà, qui doivent être bien juteux, et puis le salaire peut-être est lui-même un peu sous-estimé. Donc bon, on peut pas juger, hein, on peut pas juger, mais c'est vraiment dommage d'avoir des joueurs de 21 ans, quoi. C'est comme le petit Veiga de Vigo, rappelez-vous, qu'on pistait, et qui au final est parti là-bas, quoi. Et aujourd'hui, bon, on n'en entend plus parler. On voit rien passer sur les réseaux sociaux. Personne regarde l'Arabie Saoudite, quoi. Je crois que les audiences sur Canal qui a les droits, c'est un cataclysme. C'est un cataclysme complet. Donc voilà.
Bon, on va rester là pour 70 millions dans tous les cas. C'est évidemment un très bon coup hein, sur ce poste d'ailier gauche. Alors on voit qu'il a besoin de temps, de rythme. C'est bien parce qu'on joue tous les 3 jours et du coup, normalement, demain, il sera titulaire. Tu vois, c'est typiquement le genre de joueur qui actuellement peut jouer ces petits matchs à la place des titulaires habituels, tu vois. Sans parler de ceux qui sont de retour de blessure et qui ont du coup les mêmes besoins que lui. Alors, c'est vrai que sur ce mercato, le regret qu'on pourrait avoir, c'est que initialement quand même, l'objectif c'était un ailier gauche et un central droit. Ça avait parlé de Zabarni à un moment donné, défenseur de Bournemouth. Et au final, on a fait partir Skriniar sans le remplacer. Alors, vu le temps de jeu qu'il a eu sur la première partie de saison, je pense que ça devrait aller. On a quand même des joueurs qui sont là. Axel Tapp qui commence avec les pros contre Espali il y a 15 jours. Kimpembe qui revient, Lucas Hernandez pareil. Alors même si tout ça sont des gauchers, c'est vrai qu'au poste de central droit, bon, on peut faire des espèces de bidouillages. Il faut juste espérer que Marquinhos ne se pète pas très longtemps. Enfin, qu'il ne se pète pas tout court et que s'il se pète, que ce soit pas très long. Parce que c'est vrai que c'est un poste où on risque d'être juste. Mais c'est aussi un poste où Marquinhos étant vieillissant, celui qu'on recrutera sera à terme un potentiel titulaire. Donc, il faut pas se tromper. On recrute pas un mec pour la rotation. On recrute quelqu'un, voilà. Il y a une semaine, il y avait un peu des rumeurs sur Konaté, par exemple. Ça peut être une piste pour cet été, tu vois. Le mec, il arrive, il est là pour être titulaire. Et la perspective de remplacer Marquinhos, bon, elle commence à prendre de l'ampleur, je pense, dans les critères de recrutement de ce central droit, justement. Donc, on ne s'est pas précipité, ça, c'est plutôt pas mal. Après, il y a le remplaçant d'Hakimi. Et c'est vrai que le remplaçant d'Hakimi, en plus, on arrive à un pile, en fait, au moment où Hakimi accuse le coup. Encore une fois, contre Brest, c'était compliqué dans son dos. Offensivement, alors certes, il fait le très bon centre, enfin, très bon centre. Peut-être pas parce que Kvaratskhelia est un peu court, peut-être qu'il est un peu fort. Mais voilà, sur l'occasion, l'énorme occasion là, de Kvaratskhelia en tout début de match, c'est vrai qu'il se projette bien. Mais sinon, bon, on le voit un peu moins ces derniers temps à Achraf. Demain, je ne sais pas s'il sera au repos, mais ça ne m'étonnerait pas. Et on se dit, Warren étant blessé, au final, on n'a plus grand monde, quoi. Alors, Yoram Zag, il est très gentil, mais le voir démarrer un match de Ligue des Champions, c'est quand même pas dans nos plans. Après, ce poste est très particulier. Déjà parce que Achraf Hakimi est quand même, je pense, un des titulaires les plus intouchables de cette équipe. Vraiment, le mec, aujourd'hui, il est tellement important qu'à l'échelle de la saison, si tu recrutes, le mec a très peu de perspectives de dépasser Achraf. Ensuite, c'est un poste qui demande un gros volume de course, un gros volume de jeu. Et donc, comme pour le poste de latéral finalement, comme c'est un poste qui demande de faire des allers-retours, de beaucoup courir sur un match, forcément, c'est un poste où les remplaçants ne sont pas forcément performants parce que tu as naturellement besoin de rythme. Et donc, si tu recrutes un remplaçant qui jouera à la place d'Hakimi une fois tous les 15 jours, 3 semaines, mais qui du coup n'aura pas de rythme quand il le remplacera, ce sera pas bon. Et donc, on peut comprendre dans cette mesure le fait que Luis Enrique préfère mettre un titulaire habituel un cran plus haut, donc un milieu de terrain en l'occurrence, à ce poste, pour voilà, être en jambes et occuper le plus de zones possible, se rapprocher d'Achraf Hakimi, même si bien sûr c'est impossible de le dépasser sur l'activité physique. Donc c'est vrai que ça se comprend. Recruter un remplaçant à Hakimi, c'est compliqué parce que par définition, tu es sur le banc, t'as pas de rythme et du coup quand tu le remplaces, en plus des repères qu'il faut avoir pour t'acclimater, bon, sur 6 mois, c'est quand même compliqué. Après, un prêt, j'aurais pas dit non. Moi, j'étais pour vraiment un prêt. C'est vrai que si on avait pris même un milieu, tu vois, que tu reconvertis latéral droit, parce que dans notre système, on n'a pas vraiment de latéral droit, mais c'est vrai que là-dessus, bon, on peut avoir des regrets, mais dans tous les cas, recrutement court, efficace, parce que on prend justement celui pour qui on s'était privé de recruter l'été dernier. Et donc voilà, cet hiver, on se prive de recruter à d'autres postes. Peut-être que c'est pour faire cet été les priorités qui étaient inatteignables à ce moment de la saison. Voilà. Demain soir, déplacement au Mans. Revenons quand même sur ce match 3 jours après celui à Brest.
Et 3 jours aussi avant la réception de Monaco, qui sera vendredi au Parc des Princes. Demain, il y a un gros turnover, bien sûr, hein, qui est attendu, comme à Espali. Mais il devrait être fait différemment, ce turnover. Hein. Il y a quelques joueurs qu'on ne devrait pas revoir. Évidemment, au poste de gardien. Déjà, ambition clean sheet demain. Comme on le disait plus tôt dans la vidéo, il faut absolument, dans cette dynamique, se rajouter un bon 3-0, un bon 4-0 des familles. Pour éviter, du coup, de prendre des buts, je pense que c'est mieux de mettre Safonov, si tu veux faire tourner, plutôt que Tenas, qui, contre Espali, avait été compliqué. Voilà. Safonov qu'on n'a pas vu depuis la qualification contre Lens, hein, qui remonte, du coup, à fin 2024. Donc demain, potentiellement, première titularisation en 2025. On a recruté là cet après-midi Renato Marin, un gardien de la Roma qui est très grand, 1m93, un truc comme ça. C'est pour l'été prochain en fait, parce qu'il est en fin de contrat et du coup on le prend librement. Visiblement on est en train de préparer un été mouvementé à ce poste, parce qu'il restera un an de contrat à Tenas et je pense que l'été prochain du coup un transfert sera inéluctable pour lui. Enfin à moins qu'on le prolonge, mais je vois pas l'intérêt. La question de Donnarumma, bien sûr, hein, la prolongation, lui-même le dit, hein, il profite de ses bonnes performances pour se présenter en zone mixte, il est malin. Et il dit, oui, moi c'est ma maison, je veux prolonger, hein, juste après des bons matchs, forcément ça passe plus et mieux que après des matchs où t'es catastrophique. Chevalier, visiblement on s'y intéresse, alors dans quel cadre? Est-ce que c'est pour remplacer un Donnarumma qu'on pousserait vers la sortie? Est-ce que c'est pour mettre en place une concurrence entre les deux, auquel cas Safonov n'aurait plus sa place et il faudrait s'en séparer. Voilà, il n'est pas là pour être numéro 3. Donc c'est vrai que là-dessus, cet été, on risque encore d'avoir un chantier. Un chantier que je trouve un peu inutile. Hein, Je trouve qu'on s'en fait un peu trop pour pas grand-chose sur ce poste de gardien à chaque mercato. Hein. Donc en 2022, c'était Tenas. L'été dernier, c'était Safonov. Bon, c'est un peu bizarre cette lubie de toujours recruter des gardiens. Mais ça a été à l'échelle de l'RQSI une constante. Hein. Bref. Au poste de latéral droit, c'est intéressant parce que Luis Enrique, il a fait une liste cet après-midi en conférence de presse des joueurs qui pouvaient y jouer. Alors elle commence par Yoram Zag, bien sûr, Warren, João Neves. Il cite Marquinhos. Là, ça remonte. Hein. C'était PSG de Lolo White, où Marquinhos était latéral droit. Mais aussi Nuno. Il dit que Nuno peut jouer à droite faux pied. Voilà, c'est une solution. Et Mayulu, sûrement pour sa capacité à bien se déplacer. Donc voilà, visiblement, il y a de quoi bricoler à ce poste-là. Alors la dernière fois, c'est vrai que ce côté droit, il avait mis Zag et Axel Tapp, les deux Titi. Ça s'était mal passé. Ça s'était mal passé parce que Zag, certes, il est impliqué sur un but parce qu'il fait un bon centre et ensuite il est repris. Mais il est pris dans son dos trop souvent. Il peine à défendre et offensivement, il se montre pas beaucoup. Axel Tappé, alors avec ballon, c'est vrai qu'on avait vu des bonnes choses, hein, mais il se trouve à la relance en deuxième mi-temps, il est impliqué sur le deuxième but, et défensivement, il donnait l'impression de défendre un peu sur un fil, la plupart du temps. Donc demain, je pense que Zag sera titu, mais pas Tapp. À sa place, Beraldo, Hernandez et Nuno, je pense, du coup, pour accompagner Zag. Ou alors, Beraldo, Pacho et Lucas Hernandez, si tu veux reposer Nuno et pas Pacho. Alors, à quel point Pacho a besoin de repos, parce que samedi, bon, il s'est fait torpiller par Ludovic Ajorc, ça a été vraiment compliqué pour lui. Mais est-ce que c'est la fatigue? Bon, je pense pas. Je pense que c'est plus le profil d'Ajorc qui est assez particulier. Nuno a pas fait un mauvais match samedi. Il n'a pas fait un mauvais match, donc peut-être surfer sur cette bonne performance. Mais bon, après, contre Monaco, il y aura des ailiers assez vifs. Et est-ce que j'ai envie de voir Beraldo ou Lucas Hernandez défendre justement sur Magnès Akliouche, par exemple? Je sais pas. Je sais pas si ça m'intéresse. Donc, peut-être mettre au repos Nuno demain pour qu'il soit là contre Monaco. Kimpembe, rappelons quand même dans tout ça que peut-être Presco sera titulaire. Peut-être. C'est le mot que Luis Enrique a employé cet après-midi en conférence de presse. C'était la première question. Le premier journaliste, il arrive, bam. Est-ce que Presnel Kimpembe va revenir incessamment sous peu? Ça fait 6 matchs qu'il est convoqué donc avec le groupe. Alors il y a eu l'image ce week-end dans les vestiaires à Brest, là où les deux s'évitent un petit peu. Mais juste avant, il y a la même chose avec Fabien Ruiz qui est tout le temps titulaire. Donc je suis pas sûr que Fabien Ruiz et Luis Enrique dans le pif. Bon après, je pense quand même qu'avec Kimpembe, ça va pas très bien. Ça va pas très bien.
On a eu des échos dans ce sens. Alors du coup, Luis Enrique a dit cet après-midi que peut-être Luis Enrique reviendrait, que Kimpembe reviendrait demain. Je l'espère bien sûr. Info intéressante, c'est qu'il aurait refusé un prêt à Séville pour les 6 prochains mois, Kimpembe. Et c'est lui qui l'a refusé parce que le club était prêt à prendre en charge une partie du salaire. Donc le club n'était pas contre le faire partir pour qu'il reprenne du rythme. Ça veut dire que Luis Enrique doit pas vraiment compter sur lui. Et bon, je comprends pas trop parce que ouais, après Séville, c'est quand même une équipe, c'est vraiment milieu de tableau, ventre mou de Liga. Même si leur secteur défensif est complètement décimé, je crois qu'il y a Tanguy Kouassi qui s'est blessé et qui carrément passe sur la table. Ouais, il se fait opérer, je crois. Donc Kimpembe aurait eu du temps de jeu là-bas. Mais voilà, il préfère rester au PSG. J'ai assez peu de perspectives avec lui personnellement. Et de ça, cette info comme quoi le PSG était prêt à payer une partie du salaire, bon, quand je l'ai lu, je me suis dit ça veut dire quelque chose. Au milieu de terrain, alors Luis Enrique a parlé de João Neves. On lui a demandé si il était vraiment blessé, machin, et il dit quelque chose d'intéressant, c'est que en conférence de presse, il ne peut pas donner trop d'indices et de détails du coup sur les absents, sinon ça se transforme du coup en indice pour l'adversaire. Et typiquement sur João Neves, il dit pas forcément une blessure. Je gère l'organisme, j'ai un calendrier, les temps de jeu sont répartis, et voilà. Le joueur n'est pas forcément blessé, c'est simplement du repos, mais je peux pas en dire plus parce que sinon, voilà, ça donne des pièces à l'adversaire. Donc, normalement, demain, João Neves sera là, hein, puisque si on en croit Luis Enrique, c'est du turnover qu'il fait ces derniers temps. Donc, normalement, João Neves titulaire, voilà, avec à ses côtés Mayoulou, normalement, hein, avec Mayoulou qui a fait une bonne entrée contre Brest. Bon déplacement, bonne première touche, voilà, qui témoigne d'une certaine personnalité, qualité. Et après, pour accompagner, soit Ruiz, il aime bien le mettre numéro 6 sur ce genre de match où on affronte des bus. Parce que normalement, le Mans demain, c'est en 3-5-2 hein, et c'est défensif. Donc il aime bien mettre Ruiz numéro 6, rappelez-vous, c'est contre Reims, oui, la semaine dernière, il y était. Peut-être Lee, tu mets João Neves numéro 6 et Lee relayeur, parce que Lee, en tant que relayeur, samedi, fait quand même un plutôt bon match. J'ai été assez critique avec lui dans mon débrief, mais au final, il y a des bonnes actions quand même. Hein, et en relayeur, il y a toujours plus de matière que lorsqu'il est lié, en fait. Et bon, c'est un magnifique passe D, mais ça, on l'avait souligné. Donc, ouais, peut-être João Neves, Mayoulou et Lee. Allez, j'ai envie de partir là-dessus. Et puis devant, Kvaratskhelia a besoin de prendre du rythme. Hein, donc, normalement, demain, il est titulaire sur l'aile gauche. Gonzalo Ramos a fait une bonne entrée, enfin un doublé contre Brest, même si ses premières touches sont pas exceptionnelles et que les 2 buts sont assez chanceux. Normalement, bon voilà, il est titulaire demain. Et à droite, Désiré Doué n'a pas été titulaire ce week-end. C'est pour l'être demain. Il va retrouver son aile droite où il prend de plus en plus ses marques, des repères et donc un rôle de titulaire. Bon, alors après, c'est vrai que s'il est avec Zag derrière lui, bon, ça va être compliqué d'animer ça. On se rappelle hein, que contre Espali, c'était un peu compliqué entre les deux. Déjà, ils avaient été alignés hein, sur ce côté droit. Zag, beaucoup trop hors-jeu, par exemple. Voilà. Mais je pense que ça va être ça. Voilà. Et comme quoi, on a des joueurs quand même hein, qui ont besoin de jouer ce genre de match. Les Mayoulou, Kvaratskhelia aujourd'hui, les Lucas Hernandez, Kimpembe. Ça fait que même les petits matchs ont leur intérêt. Parce que tu retrouves des joueurs, eux prennent du rythme, des minutes. Donc c'est cool. Enfin voilà, Kvaratskhelia, typiquement, ces matchs, c'est un peu les mêmes les 2 premiers. Hein. C'est-à-dire qu'il démarre fort. Le premier quart d'heure est toujours bon, très juste. Il est assez détonateur, il donne des bons ballons. Et après, il s'éteint petit à petit. Alors là, samedi, il y a le gros loupé. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai tournant parce qu'après, il disparaît un peu. Mais je pense que voilà, il y a une grosse question de rythme avec lui. Quand il va réussir à reprendre du rythme, parce que personnellement, il n'a pas joué depuis le 29 décembre. Et quand il se sera aussi adapté au duel qu'on joue en France, bon, il fera voilà, des matchs bien plus consistants. Donc tout ça doit passer par du temps de jeu. Notons que du côté de Brest, on joue aussi la Coupe de France contre Troyes. C'est demain à 19h, si vous voulez vous renseigner sur nos adversaires en Ligue des Champions. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'ils feront probablement pas trop tourner. Hein, parce qu'en fait, Brest, ils sont 8e en Ligue 1. Et du coup, dans la course à l'Europe, ils sont largués. En Coupe de France, alors il y a encore le PSG, mais la moitié des Ligue 1 sont éliminés. Et donc, ça leur laisse une cartouche pour, s'ils gagnent la Coupe de France, évidemment, aller en Coupe d'Europe. Grosso modo, aujourd'hui, c'est là où ils ont le plus d'espoir, en fait, d'aller en Europe l'année prochaine. Donc,
peut-être que demain, ils feront pas tant tourner que ça. Et si vous voulez voir l'équipe type, peut-être regardez plus le match contre 3 plutôt que la Ligue 1 ce week-end pour eux. D'ailleurs, la Ligue 1 qui a programmé donc l'entre-deux matchs de Ligue des Champions assez bizarrement parce que on joue le mardi 11, mardi prochain, à Brest, match aller. Brest joue le vendredi 14 contre, je crois que c'est Nantes. Mais nous, on se déplace à Toulouse, donc déplacement en plus, un jour plus tard, le samedi, à 21h. Pourquoi la Ligue nous a mis 24 heures en moins que Brest pour préparer du coup le match retour, qui sera le mercredi 19. Alors vous me direz, le verre à moitié plein, c'est il nous laisse un jour de plus qu'eux pour nous remettre du match aller. Mais on sait très bien que le jour de plus, c'est mieux de l'avoir pour la préparation, tu vois, plutôt que sur la récupération post-Ligue des Champions. Donc ça, c'est bon. C'est un peu bizarre d'avoir mis les deux matchs, enfin de nous avoir programmé 24 heures après. Après, on gueule pas, c'est qu'un détail. Hein. Évidemment, on fera tourner à Toulouse, et voilà. Encore une belle déclaration d'Éric Roy. On va terminer cette vidéo là-dessus. Hein. C'est vrai que ces derniers temps, Stuttgart, voilà, ils ont dit wow, c'est une des équipes qui m'a le plus fait souffrir sur ma carrière. Manchester City, bien sûr, Pep Guardiola qui avait été très élogieux. Éric Roy qui, alors, samedi après le match, il était focus arbitrage. Hein, voilà, c'était un scandale que le deuxième but ait été validé. Mais par contre, dimanche, il avait un peu décuvé, il était passé à autre chose. Et il a dit, ce PSG, il est incroyable, quoi. Contre le Real 3 jours avant, on a réussi à jouer par séquence notre jeu. Contre le PSG, jamais. Et les mecs, ils ont plus le ballon que nous, ils ont la possession, mais ils courent aussi plus que nous. Donc c'est absolument éreintant de les jouer. Donc ça fait plaisir, hein. Évidemment, c'est ça d'avoir une équipe qui est derrière son entraîneur, qui est aussi jeune. Hein. On rappelle quand même que pour jouer tous les 3 jours, on a aussi la chance d'avoir un effectif où les temps de récupération, enfin quand tu as 21, 22 ans, par rapport à des trentenaires, évidemment que c'est beaucoup plus rapide. Et que ça peut être un atout pour la suite de la saison. Hein. Peut-être que au mois d'avril, on sera encore en pleine forme avec assez peu de casse. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors après, ce qui fait moins plaisir, c'est que Brest, c'est une équipe que personnellement j'adore, qui a fait un peu sensation sur la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ça me saoule de les affronter. Alors, enfin, footballistiquement, je préfère affronter Brest que Monaco, tu vois. Monaco, c'est une équipe qui m'a un peu déçu sur les 2 matchs qu'on a joué contre eux en décembre-janvier, là. Une équipe un peu de charcutier. Et puis surtout, bon voilà, club sans âme, déplacement à Louis II en Ligue des Champions, je veux pas de ça, quoi. Le roue de roue, là, super ambiance. Ça, tu vois, ça c'est cool, c'est le foot qu'on aime. Et le foot d'Éric Roy, bien sûr, c'est un football incroyable. Même si celui d'à 18h est bien aussi, hein, mais voilà, Éric Roy, c'est vraiment incroyable. Après, c'est dommage pour eux. C'est vrai que ça fait un peu de peine parce que Éric Roy, il dit c'est mission impossible de les gagner sur 2 matchs. C'est comme la réaction de Pierre Lesmelou sur Canal après leur match contre le Real quand il apprend que ils ont 50% de chance de tomber sur nous. Il dit à Paga, bah ouais, là tu m'as miné le moral en fait. On va pas jouer le PSG, pas une équipe française. Parce qu'évidemment, psychologiquement, c'est un truc en plus qui les casse un peu. Du coup, bon, je suis un peu déçu pour eux. C'est vrai qu'il me faut un peu de peine, les Brestois. Mais bien sûr, toute cette peine disparaîtra mardi prochain à 18h45, j'allais dire 21h, mais oui, c'est vrai qu'on joue à 18h45. Une fois n'est pas coutume. Alors, ça fait plusieurs fois hein, sur RQSI qu'on joue. Hein. Je crois qu'il y avait eu un match à Belgrade. Il y avait eu le fameux PSG Başakşehir. Je crois qu'il y a un déplacement aussi à Galatasaray qu'on a fait à 18h45. Celui où il gagne 1-0 avec Icardi, je crois. C'était aussi planifié à cette heure-là. Donc voilà, bref. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve demain soir pour le débrief de ce Le Mans PSG. Ciao les amis, prenez soin de vous.